Bien, bonsoir chers collègues. Bienvenue à ce dernier conseil municipal de cette année 2025. Et je vous propose qu'on commence par l'appel des conseillers. Stéphane Courtiot. Présent. Jean-Pierre Lanet. Présent. Nadine Aguenbach. Présent. Bernard Rougier. Présent. Jean-Pierre Perrier a donné procuration à Jean-Pierre Lanet. Mireille Lejuge. Présente. Jacques Moutarde. Présent. Dominique Aupetit. Présente. Isabelle Dugot. Présente. Thierry Roger, absent, excusé. Annie Bocula. Absente. Joanne Picot. Absent. Romain Coignas. Absent. Benjamin Bouquet, absent, excusé. André Berger. Présent. Marie-Antoinette Borgerie a donné procuration à Stéphane Courtiot. Elle devrait arriver un peu plus tard. Ouais, elle aura un peu de retard. Ouais. Pascal Fatcher. Présent. Céline Collet-Dufay. Absente. Jean-Luc Léger. Présent. Michel Gomy. Présent. Bernard Pradel. Absent. Bernard Jaumier. Présent. Catherine Debex. Présente. Bien, merci. Je vous propose de désigner Pascal Fencher comme secrétaire de séance. Il n'y a pas d'opposition. Et bien, je te propose, Pascal, que tu nous fasses lecture du compte rendu du précédent conseil municipal du 19 novembre 2025. Au cours de la séance. Prends le micro, s'il te plaît, par contre. Excuse-moi. Ouais. Attends, ne bouge pas. C'est pour les gens qui nous suivent sur les réseaux. Au cours de la séance du 19 novembre 2025, le conseil municipal a émis un avis favorable pour l'ouverture des commerces à titre dérogatoire les 15 mars, 25 octobre, 13, 20 et 27 décembre 2026. Adhérer à la convention de participation pour le risque santé et décider une participation financière de 25 € brut par agent et par mois. Approuver la mise à l'enquête publique du déclassement d'une portion de voirie au droit du numéro 51 rue Jean Jaurès. Approuver la convention de recouvrement proposée par le SGC d'Aubusson. Décider et approuver la cession d'une partie de la parcelle AI 600. Accepter la mise à disposition de salles à titre gracieux aux différents candidats pour l'organisation des réunions politiques dans le cadre des élections municipales 2026. Attribuer les lots 1, 3 et 4 du marché pôle polyvalent et déclarer infructueux le lot 2. Modifier et adopter le nouveau plan de financement du projet sécurisation des écoles. Statuer sur les créances irrécouvrables. Adopter les décisions modificatives numéro 1 du budget 2025 de la commune et du budget annexe de l'assainissement collectif. Déclarer conforme le compte de gestion, approuver le compte administratif et affecter les résultats du budget annexe 2025 de l'eau potable. Approuver la création, le périmètre et les statuts du syndicat mixte en charge du SCOT à échelle départementale et approuver l'adhésion de la communauté de communes Creuse-Grand Sud au syndicat mixte pour l'exercice de la compétence SCOT. Demander que le département procède à un rétablissement de ses soutiens pour 2025 au moyen d'une réévaluation de la convention d'objectifs et de l'enveloppe FSE+, et que ce soutien soit maintenu en 2026. Et autoriser Monsieur le maire ou son délégué à signer les documents utiles à l'exécution des présentes décisions. Bien, merci Pascal. Y a-t-il des observations sur le compte rendu? Non, pas du tout. Pas d'observation. Y a-t-il, non, mais je mets au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Catherine Demen s'abstient. Adopté, je vous remercie. Le point suivant est un avenant à la convention de fourniture des repas pour les écoles d'Aubusson. Je vous rappelle donc que la commune d'Aubusson et la région Nouvelle-Aquitaine ont signé une convention de fourniture des repas pour les écoles d'Aubusson pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026. Donc les tarifs actuels sont établis comme suit: à 3 € par repas pour les élèves de l'école maternelle, à 3,20 €
par repas pour les élèves de l'école primaire, à 3,80 € par repas pour les adultes. Donc, par courrier en date du 7 octobre 2025, la région Nouvelle-Aquitaine a fait savoir que les tarifs devaient être révisés pour suivre notamment l'inflation du prix des denrées. Donc, cette modification doit faire l'appel d'un avenant à la convention actuelle en cours. Donc, les nouveaux tarifs sont les suivants: 3,10 € par repas pour les élèves des écoles maternelles, 3,30 € par repas pour les élèves des écoles élémentaires et 5,55 € par repas pour les adultes. Donc la convention étant consentie pour une durée d'1 an, à compter de sa notification intervenue au 3 décembre 2024, il était envisagé que l'avenant prendrait effet à compter du début décembre, une augmentation qui est subie par les élèves, par les parents d'élèves. Qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement 10 centimes d'augmentation pour les écoles maternelles, 10 centimes également pour l'école élémentaire. Par contre, effectivement, on passe de 3,80 € par repas pour les adultes à 5,55 € pour les adultes. C'est maintenant. Voilà. On imagine qu'effectivement, le repas étant plus conséquent, 5,55 € en même temps, c'est pas non plus un prix délirant. Voilà. Bon, par contre, ça n'a pas de conséquences sur les tarifs que payent nos élèves aujourd'hui. D'autant plus qu'on a, nous, révisé justement les tarifs il y a quelques semaines maintenant, et ces tarifs tenaient compte justement de cette augmentation qui était annoncée. En fait. Voilà. S'il n'y a pas de questions d'observation, comment? Oui, Marie-Antoinette vient d'arriver. Voilà. Tu n'as pas raté grand-chose, nous sommes au premier point. Marie-Antoinette, bienvenue. Donc, s'il n'y a pas d'observation, pas de questions, je mets au vote. Donc, je vous ai demandé d'approuver les termes de l'avenant de la convention de fourniture des repas pour les écoles d'Aubusson et de m'autoriser à signer l'avenant de la convention annexée. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est vous parler des 20 ans des fresques de Briey et donc d'une demande de participation. Donc en effet, depuis plus de 10 ans, les tours de Briey s'illuminent chaque été, plus de 20 ans d'ailleurs, pour un grand spectacle de son et lumière historique. Cet événement repose donc sur l'engagement sans faille de plus de 500 bénévoles qui créent costumes, décors et se transforment en acteurs. Dans le cadre de l'organisation de la fresque historique de Briey 2026, intitulée Souffle de mémoire, l'association mise en valeur du patrimoine de Briey sollicite un partenariat avec la commune afin de participer à un projet culturel et touristique d'envergure départementale. Ce projet, organisé à l'occasion du 20e anniversaire de la fresque, se déroulera du 7 au 10 août 2026 et associe un spectacle historique réunissant environ 500 bénévoles et 8000 spectateurs, ainsi que la création d'un produit touristique innovant sous la forme d'un road trip en 2 chevaux. Ça, c'est la nouveauté justement de cette année pour fêter les 20 ans, traversant plusieurs communes creusoises en lien avec les lieux et personnages mis en scène. Donc la convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre la commune et l'association de Briey dans un objectif de valorisation du patrimoine historique, culturel et touristique du territoire communal et du département de la Creuse. Donc, dans ce cadre, l'association s'engage notamment à intégrer la commune d'Aubusson dans la mise en scène du spectacle et dans les supports de communication, ainsi qu'à participer à la promotion touristique du territoire. La commune s'engage pour sa part, à faciliter l'accueil logistique du projet sur son territoire, à relayer la communication et à apporter une participation financière de 1 000 €. Voilà. Avez-vous des questions à ce sujet-là? Vous avez le projet de convention dans lequel il est dit qu'il y a, donc ce sont donc les 20 ans des fresques de Briey, et que justement pour fêter ces 20 ans, il y a donc des circuits touristiques qui seront en amont du spectacle. Vous avez dans l'annexe, dans les différentes villes qui seront donc visitées à travers ces circuits touristiques, et donc bien sûr, mais évidemment Aubusson, qui sera d'ailleurs en plus une ville-étape. Voilà. Avez-vous des questions, des observations? Non, pas de questions? Si, Bernard Jomier. Et tu viens de dire qu'Aubusson serait ville-étape. Je voulais justement te poser la question parce que entre le 2 et le 12 août, il va y avoir le festival précaire en même temps. Oui. Donc je voulais juste vérifier qu'il n'y avait pas de... Non, mais ça peut cohabiter. Voilà. Je ne sais pas si vous avez, en lisant si vous avez lu la convention, comment?
Je ne l'avais pas. Tu l'avais pas? D'accord, effectivement. Donc ça c'est le road trip, donc c'est ce qui précède le spectacle. Et quand je dis qu'ils font Aubusson et Ville-Étape, effectivement ils vont s'arrêter à Aubusson pour déjeuner, une visite de la cité de la tapisserie, une visite en centre-ville et ils repartent. Voilà. En fait le circuit qui concerne Aubusson, il part de Bridier, il s'arrête aux carrières du Pic, à la roche du Pic à côté de Royères. Ils vont à Gensiou, ils passent à Aubusson, ils s'arrêtent à Aubusson. Donc je disais, ils passent par Aubusson, ils s'arrêtent à Aubusson, ils déjeunent à Aubusson, ils visitent la cité de la tapisserie, ils font un petit tour en ville, et après ils retournent à Bridier. Ce qui est dit également dans la convention, c'est qu'Aubusson sera invité également, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été à ce spectacle-là, Bridier. Il y a un grand espace où le public attend avant de rentrer dans les gradins. Et ben, dans cet espace-là, la ville d'Aubusson sera invitée à y mettre un stand pour promouvoir justement la ville. Voilà. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Ça sera une vraie vitrine pour Aubusson et d'ailleurs plus globalement pour le. Ce micro faut changer en fait. Est-ce qu'il y a d'autres villes, il y a d'autres villes partenaires? Est-ce qu'il y en a d'autres invités? Comment? Oui, dans la convention, oui. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres invités? Ouais, vous n'avez pas la convention? Vous n'avez pas eu? Si, d'accord. Et d'autres qui participent? Il y a 4 circuits, 4 jours, 4 circuits. Le premier circuit sera de prix. Il faut aller dans le micro. Éteins-le, s'il te plaît. Éteins-le. Non. Alors, le premier circuit fait Bridier, Magot, Bourganeuf, Bénévent, Cénovision et retourne à Bridier. Le deuxième circuit, donc je vous l'ai dit, c'est Bridier, les carrières du Pic, Gensiou, Aubusson et retour à Bridier. Le troisième circuit, c'est Bridier, Lavavé, Évaux, Boussac, Bridier. Et enfin, le dernier circuit, c'est Bridier, Guéret, Fresselé, Nassau, Limoise et Crozant. Voilà, et retour à Bridier. Donc un jour un spectacle, un jour un road trip, en 2 chevaux. Voilà. Oui, Jean-Luc? Non, tout simplement, je trouve que c'est une bonne formule. D'abord parce que Bridier a un succès énorme. C'est sans doute le plus grand succès de fresques historiques, d'événements culturels du département, en tout cas un des premiers. Et puis je trouve que d'avoir une approche départementale, c'est un exemple que peut-être on devrait plus souvent suivre, c'est-à-dire avoir un raisonnement départemental et faire profiter, à partir d'une réussite, d'en faire profiter à tout le département. Donc moi je trouve que c'est bien. Alors ça sera un peu un test cette année, on verra bien, mais je trouve que c'est intéressant comme proposition historique et culturelle. Et puis pour une fresque historique, voilà une fresque qui est ancrée dans son territoire, qui respecte l'histoire, qui ne la revisite pas. Hein, voilà. Tout à fait. Ce qui est drôle aussi, enfin ce qui est marrant, enfin je sais pas si vous avez vu du coup, donc pour Bourganeuf par exemple, oui, alors si dans le spectacle, aussi le spectacle généralement il parle de ce qui s'est passé autour de Bridier, ou en tout cas du secteur de la souterraine. Donc là pour le coup ils ont sélectionné 10 villes de Creuse, et chacune des 10 villes de Creuse, il y aura un tableau en fait qui concernera la ville en question. Donc la tour Zizim pour Bourganeuf, enfin le prince Zizim pour Bourganeuf, Georges Sand pour Boussac, les mineurs de la vallée des Mines, l'enfant du monument aux morts de Gensiou, Claude Monet à Fresseline, Louis XIV et la manufacture royale concernant Aubusson, les culisses des Hauts-les-Bains au XIXe siècle, Pierre Bourdan et la résistance à Guéret, Martin Nadeau et les maçons creusois à Soubrebeau, et enfin le père et abbé du monastère de Bénévent. Voilà. S'il n'y a pas d'autres observations, d'autres questions, non. Non, effectivement, hein, c'est un très très bel événement et qui mettra là aussi Aubusson, et d'ailleurs l'ensemble du département à l'honneur. Enfin oui, le département dans son ensemble. Oui, Jean-Luc, tu voulais dire autre chose. Oui, c'est bien qu'on mette à l'honneur Pierre Bourdan, mais finalement, peut-être qu'on peut faire encore la proposition à nos amis de Bridier de mettre à l'honneur aussi l'autre grand homme de la commune du Bourdan, qui a donné son nom donc à Pierre Bourdan, qu'on connaît bien, Marc Bloch, qui va être panthéonisé le 16 juin. Donc peut-être que c'est l'occasion aussi de rendre hommage à cet homme qui a été un homme exceptionnel, à tel point que donc il rentre au Panthéon.
Alors, je t'invite, je ne sais pas si tu connais, donc Jean-Noël Pinault, c'est Jean-Noël Pinault, moi, et Annie Lalande, qui sont à la fois metteurs en scène et écrivains, qui écrivent les scénarios. Je crois qu'ils ont quand même beaucoup avancé, et ceci dit, tu peux peut-être leur souffler à l'oreille. Concernant Buisson, ça sera, moi je ne le connaissais pas, peut-être que vous connaissez, ça sera, on va parler d'un personnage que je ne connaissais pas, qui était porte-parole des lycées sous Louis XIV, et qui s'appelait Jacques Bertrand. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Non, moi ça me parle. Ils ont retrouvé ça dans les archives. Voilà. C'est un monsieur qui a été porte-parole sous Louis XIV des lycées, et c'est lui qui a été voir Colbert en 1665, et Colbert qui lui-même a convaincu le roi de décréter que les ateliers d'Aubusson seraient manufacture royale. Voilà. Voilà de quoi parleront les 10 minutes du spectacle concernant Aubusson. Donc, je pense que c'est une très très belle opération, à la fois pour l'ensemble du territoire, mais bien évidemment également pour Aubusson. S'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres interventions, je mets au vote donc, pour l'adoption de cette subvention de 1 000 euros, ce soutien financier de 1 000 euros, donc à l'association des fresques de Bouillet. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le point suivant, mise à jour du plan de financement du hall polyvalent. Vous dire que plusieurs dossiers de demande de subvention ont été déposés au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, donc la DETR, pour l'année 2025. Certains de ces dossiers n'ont pas été retenus ou sont reportés et peuvent être représentés dans le cadre de la DETR 2026, notamment pour les opérations suivantes, donc le hall polyvalent. C'est le cas. C'est pas qu'il n'a pas été retenu, il avait été retenu, mais comme vous savez, il y a eu deux marchés, enfin un marché infructueux, puis un lot qui n'a pas été attribué au deuxième marché. Donc on a préféré, si vous voulez, reporter cette demande de DETR, qui était plus ou moins, qui était accordée d'ailleurs en 2026, et du coup, après je vous expliquerai autre chose. Donc, suite à l'attribution d'une subvention de l'Agence nationale du sport à la consultation engagée pour le projet du hall polyvalent et à l'attribution des lots, il est nécessaire de procéder à la modification du plan de financement de cette opération, dont le nouveau coût global est estimé à 375 216 € et 68 centimes hors taxe. Donc il vous est demandé il est nécessaire de modifier le plan de financement de l'opération à la suite de la dite consultation. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la modification du plan de financement de l'opération comme suit. Donc le total des dépenses, je ne vais pas vous refaire la liste des dépenses, mais on parle de la toiture petite salle, toiture étanchéité grande salle, chauffage, électricité, huisserie, menuiserie extérieure, bardage, etc. Donc un montant des dépenses à 375 216 € et 68 centimes. Côté recettes, donc on a de la décime pour la petite salle à hauteur de 49 173 €. Une subvention de l'ANS plafonnée à 135 000 €. Le projet est en 375 000 €. On aura donc 135 000 € qui est donc le maximum autorisé, attribué. De la DETR pour la grande salle à hauteur de 112 348 € et 99 centimes. Pour enfin un autofinancement donc à hauteur de 78 694 € et 69 centimes. Voilà. Donc un autofinancement à 20%, ce qui donc reste quand même un projet très très bien financé, vu qu'on est à presque 80% de financement, ce qui est le maximum autorisé pour une collectivité. Y a-t-il des questions à ce sujet-là? Vous dire que du coup, comme je vous l'ai expliqué, comme on n'a pas retenu, nous on a proposé de basculer en demande de DETR le hall polyvalent pour 2026, ce qui fait qu'il y a d'autres dossiers qui ont été acceptés, notamment le dossier sur l'accueil de la mairie. Vous savez que l'accueil de la mairie a été modifié. On avait fait une demande de DETR qui n'avait pas été retenue, mais pour le coup, ils l'ont pris en compte. Donc là-dessus, sur ce dossier-là, on va toucher une subvention de 11 955 € et 83 centimes. La deuxième tranche de la coulée verte qui consistait à faire les parkings, l'aménagement des parkings et la réfection des chaussées. Là aussi, on a obtenu 35 331 € et 86 centimes. Les travaux du stade de rugby qui n'avaient pas été retenus également, mais pour lesquels on avait 40 000 € de l'ANS, et du coup on avait quand même engagé le chantier qui vient de démarrer d'ailleurs. Mais là pour le coup on a également obtenu de la DETR pour un montant de 75 449 € et 15 centimes.
Et enfin, également, la sécurisation des écoles, on a obtenu 24 121 euros et 68 centimes. Ce qui fait un total de 146 858 euros et 52 centimes de DETR pour cette année 2025. Voilà. Y a-t-il des questions, des observations au sujet du hall polyvalent, du coup, de modification du plan de financement du hall polyvalent? Oui, Jean-Luc. Rien à dire sur le fond, parce qu'on est tous très contents que les travaux se fassent sur le hall polyvalent. Juste sur la forme, régulièrement, on a des mises à jour de plans de financement. Je fais une proposition, c'est qu'à l'avenir, quand on a une modification, on ait l'ancienne mouture du plan de financement, qu'on puisse comparer très simplement d'un seul coup d'œil le nouveau plan de financement. Voilà. Oui, pourquoi pas, c'est faisable, Myriam, je pense, j'imagine. Oui, c'est faisable. Ce qui a changé là-dessus, c'est la subvention ANS, 135 000 euros, qui effectivement n'était pas dans le plan de financement précédent. Oui, Michel Denis. À propos du lot 2, Oui. est-ce qu'il a bien? Alors, le lot 2, qui était donc l'étanchéité de la toiture de la grande salle, notre directeur des services techniques est en train de voir avec les entreprises, parce que maintenant il est autorisé de le faire, et notamment avec le fabricant des puits de lumière en question, d'essayer de trouver une solution à la fois technique, et puis du coup de trouver également une entreprise qui est capable de faire ce type de travaux-là. Voilà. On n'a pas avancé, enfin si ça avance dans le sens où les démarches sont entamées, mais on n'a pas encore de réponse, effectivement. Bon, par contre, la bonne nouvelle, effectivement, c'est que vous avez vu dans les conseils, on a attribué les 3 autres lots, parce que là où il y avait vraiment des gros problèmes de fuite, c'était quand même sur les petites salles et les locaux annexes. Ça, c'est bon, ça va démarrer, enfin ça va démarrer. Là aussi, la vraie problématique, c'est que les entreprises, bien qu'elles aient répondu effectivement à l'appel d'offres, qu'elles aient emporté certains lots, elles ont des délais d'exécution qui sont je pense que ça ne sera pas mis en œuvre avant l'été prochain. Quoi. Voilà. En tout cas, courant 2026, j'ai bon espoir qu'effectivement la toiture des petites salles soit faite et que les huisseries soient également remplacées, ainsi que le bardage. Y a-t-il d'autres questions? D'autres interventions? Non? Écoutez, je vous propose d'approuver ce nouveau plan de financement, de m'autoriser donc à déposer le dossier de demande de subvention et à signer tous les documents donc afférents à cette demande. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le point suivant qui concerne les tableaux des effectifs, donc création d'un emploi permanent. Donc considérant la mutation d'un agent occupant le poste de gestionnaire ressources humaines, entraînant donc la vacance de l'emploi, considérant donc la nécessité d'assurer la continuité du service public administratif, donc il est proposé au conseil municipal de décider donc de créer un emploi permanent d'adjoint administratif à temps non complet de 17,5 heures hebdomadaires relevant de la catégorie C à compter du 1er janvier 2026, affecté à la gestion des ressources humaines, de modifier donc le tableau des emplois en conséquence, d'inscrire à partir du budget 2026 les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges afférentes à cet emploi, conformément aux dispositions statutaires et indiciaires applicables, de préciser que le régime indemnitaire en vigueur s'appliquera à cet emploi, et enfin de m'autoriser à signer tout document nécessaire à la présente décision. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Juste de préciser quand même que c'est un emploi non pas mutualisé avec la Comcom, mais c'est une personne qui travaille à la mi-temps à la Comcom, au RH, à la communauté de communes, et que donc nous recrutons donc également sur l'autre mi-temps, ici à la commune de Luçon. Ce n'est pas une mutualisation, mais presque. On y est presque. Voilà. Oui, Bernard, je mets. Oui, juste, c'est le remplacement d'un poste complet ou c'est... Je ne comprends pas trop parce que c'est la mutation de l'agent occupant le poste de gestionnaire des ressources humaines, c'est une personne qui est partie. C'est une personne qui est partie, oui, effectivement. Et c'est remplacé par quelqu'un à 17h50. C'est ça, et pas sur la même catégorie, en fait, c'est ça, Myriam. Hein. On est toujours sur la catégorie C, Oui. mais sur un. Vous savez qu'il y a les adjoints administratifs principaux, On peut donner le deuxième micro. classe, première classe, etc. Vous avez compris? Non, on n'a pas entendu, il faut un micro, pardon, Myriam. Oui, on remplace. Ah, il n'est pas allumé. Oui, c'est ça. Je repose ma question. Pourquoi on remplace un par un demi? Et on ne remplace pas effectivement à l'identique. Si vous vous rappelez, on avait ouvert l'opportunité d'avoir quelqu'un en contrat d'apprentissage sur le poste RH.
Pour l'instant, on n'a pas de candidature, donc ça fait la 2e année. Et quand on avait ouvert ce poste au tout départ, avant l'opportunité d'avoir un apprenti, on n'avait pas non plus de candidature. C'est vraiment des métiers qui sont fortement en tension. Et en fait, là, c'est parce que l'opportunité s'est trouvée d'avoir quelqu'un qui a les compétences nécessaires, mais qui est disponible uniquement sur un mi-temps, d'où l'ouverture du poste à mi-temps. Après, effectivement, on ne couvre pas le besoin à 100%. Mais un travail est fait justement en interne aussi pour redistribuer les missions en fonction. Il y a des choses qui évoluent. On a bien vu, par exemple, il y a les transferts de compétences qui vont libérer un petit peu de temps, etc. Donc voilà, on redistribue quelques missions. Ça se fait doucement, on va dire, mais on y arrive quand même. Effectivement, il manquera du temps quand même. Mais on ne désespère pas de trouver quelqu'un qui puisse répondre aux conditions d'apprentissage. Voilà. C'est ça, c'est qu'il ne faut pas mettre en difficulté le service aussi. Oui, ben c'est la raison pour laquelle justement on crée là ce poste, parce qu'il faut quand même quelqu'un aux ressources humaines. Y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions? Non. Mais dans ce cas, y a-t-il des oppositions donc, à la création de ce poste à 8 ans? Pas d'opposition, pas d'abstention? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, pour le point suivant, je vais passer la parole à Jean-Pierre Lanier concernant donc, les opérations de clôture du budget annexe de l'eau, donc le procès-verbal de transfert, et puis tu nous parleras du RPQS également, 2024. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, le point 7 sur les opérations de clôture du budget annexe de l'eau. Vous vous rappelez que sur le précédent conseil, nous avions voté compte de gestion, compte administratif du budget d'eau, hein, qui avait fonctionné du 1er janvier au 20 janvier 2025. Le point sur le procès verbal de transfert avait été ajourné puisqu'il nous fallait avoir certaines informations supplémentaires de la part notamment de la DDFiP. Donc procès verbal de transfert, comme je vous l'ai dit, donc, ce procès verbal acte en fait de l'ensemble des transferts qui sont liés à ce transfert de compétences. Ce procès verbal reprend donc les transferts qui sont liés à titre patrimonial. Ce sont des mises à disposition à titre gratuit. À ce sujet, donc, en annexe du procès verbal, vous avez notamment la liste des biens qui sont transmis. Je vous l'avais expliqué, notamment les réseaux d'eau, châteaux d'eau ou autres. Également, sur le plan comptable, il est indiqué dans le procès verbal de transfert donc, que les excédents sont intégralement reportés au budget de la commune et qu'il y aura quand même un transfert d'un montant, un montant qui est donc annexé également au PV de transfert, à un transfert de 151 204,20 € qui correspond, je vous l'avais expliqué, à une subvention que nous avions reçue dans le cadre de mise en place de compteurs connectés, au même titre qu'on a sur les Linky, par exemple, pour l'électricité. Et puis, indiquer également dans ce procès verbal de transfert que les contrats en cours sont continus, ils sont repris dans les mêmes conditions par le SIAP de la Roseille et donc le caractère gratuit de cette mise à disposition. En annexe, je vous l'ai dit, l'inventaire des biens, état d'actifs et amortissement. Un état du passif également, un état du passif qui est assez limpide puisqu'en fait il n'y a aucun emprunt sur ce budget. Un état bien sûr de l'affectation des résultats et le montant que je vous ai indiqué transféré au SIAP de la Roseille. Est-ce que vous avez des questions sur ce document, ce procès verbal de transfert du budget annexe de l'eau? On avait suffisamment parlé sur la dernière réunion. Jean-Luc, une question? L'agence de l'eau voulait attribuer 302 000, la commune a perçu 151, elle est donc transfert au SIAP. Oui. Et alors, du coup, les 151 000 autres, ils n'avaient jamais... Enfin, ils avaient été accordés suivi de travaux déjà, ou c'est qu'ils n'ont pas été accordés et que de toute façon, ce sera le SIAP directement qui aura cette somme? C'est un peu tout ça. Je t'explique. En fait, ces 151 000 sont une avance sur les travaux engagés. En fait, un appel d'offres avait été lancé, un marché, pour équiper en
donc en compteur connecté. Nous avons lancé ce marché qu'on a été obligé d'arrêter suite au transfert de la compétence au SIAP de la Roseille. Le SIAP de la Roseille reprendra cet appel d'offres et relancera un appel d'offres. Ça, les premiers 151 000 sont une avance sur ce marché. Et les 151 000 restants seront versés en solde dès lors que l'intégralité des travaux seront réalisés. D'autres questions sur ce point? Stéphane, tu voulais rajouter éventuellement quelque chose? Non. Non. Non, ça marche pas ça. Si, ça marche. Moi, j'ai pas écouté ta question, j'arrive pas. Pardon, on a le problème du micro à gérer. Non, c'était sur les 151 000 qu'on reverse au SIAP de la Roseille, était une avance sur ce marché. Donc, et puis donner des explications. Donc je passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et deuxième point de ce point 7 sur l'opération de clôture, il s'agit de rapport sur la qualité et le prix du service. En fait, c'est celui du SIAP de la Roseille. Étant donc adhérent du SIAP, chacune des communes adhérentes doit acter de la prise de connaissance de ce rapport sur la qualité du prix de service. En fait, un rapport qui ne nous concerne pas, nous, puisque ça concernait exclusivement les communes adhérentes du SIAP avant que nous rentrions dans l'escarcelle du SIAP. Donc je vous fais grâce éventuellement de la lecture de ce RPQS, et donc il s'agit juste de prendre acte, à moins que vous ayez des questions. Non, par contre, effectivement, en 2025, on aura le rapport du RPQS de 2025. Voilà. Parce qu'on est concerné. Très bien. Nous passons au point suivant, point 8. Point 8, une décision modificative numéro 2 du budget de la commune. Vous avez sous les yeux donc le montant de cette décision modificative. Je vais pas rentrer dans l'intégralité des montants, mais pour vous dire que, notamment en recettes de fonctionnement, vous avez une somme de 109 660 € 44 002. C'est l'affectation du résultat du budget de eau à la commune. Il fallait donc une décision modificative pour changer le budget de la commune, puisque nous n'avions pas intégré les résultats au moment du vote en avril. Nous ne connaissions pas les résultats du budget d'eau. Donc 109 660 € et 44 centimes en recettes de fonctionnement. On retrouve également en recettes d'investissement 192 378,19 qui est l'affectation là de l'excédent d'investissement. Vous retrouvez dans les dépenses d'investissement la somme de 151 204,20 dont je vous ai expliqué le reversement au SIAP de la Roseille. Dans cette décision modificative, il y a aussi une opération qu'on retrouve à hauteur de 31 382 € en recettes de fonctionnement et l'équivalent en dépenses d'investissement. Il s'agit d'une opération de reprise sur provision. Tous les ans au budget, on inscrit des provisions ou éventuellement des reprises. Là, il s'agissait de provisions sur des dépréciations d'actifs circulants. En fait, on fait des provisions au cas où on ait des titres de recettes qui ne soient pas réglés. Vous savez que dans ce cadre-là, quand ils ne sont pas réglés, quand on ne peut pas avoir le recouvrement, en général, on passe des admissions en non-valeur. Eu égard au montant de non-valeur que nous avons passé cette année, on fait une reprise de provision puisqu'on avait provisionné beaucoup plus que de besoin. Donc à hauteur, c'est 31 382 €. L'intégralité des autres sommes qui sont mentionnées, que ce sont dépenses de fonctionnement ou dépenses d'investissement, sont là à caractère d'équilibre. Avez-vous des questions sur cette décision modificative? Donc je passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Adopté. Je vous remercie. J'ai la parole, je la garde. Alors, point 9, autorisation d'engagement 2026. Vous savez que nous ne pouvons pas engager de dépenses d'investissement avant le vote du budget 2026. Il peut cependant y avoir des dépenses impératives à faire sur cette partie du 1er janvier au 15 avril. Je vous l'explique tous les ans. Donc, pour pouvoir engager ces dépenses,
nous prenons une délibération d'autorisation d'engagement, et ce, à hauteur du quart des crédits ouverts en investissement sur le budget précédent. Donc vous avez l'intégralité des dépenses qui étaient inscrites, et donc du coup le quart ouvert en intégralité, donc au point 1 de la note numéro 9. Est-ce que vous avez besoin de détails supplémentaires? C'est une délibération classique. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'enchaîne sur celle de l'assainissement et on fait un vote global, si ça ne vous gêne pas, pour vous dire en fait exactement la même chose, c'est pareil. Engager des crédits à hauteur du quart de ceux qui étaient inscrits au budget 2025 pour l'assainissement. Pas de questions non plus sur cette partie-là, donc je vous soumets au vote sur l'intégralité, hein, que ce soit et budget de la commune et budget assainissement. Donc y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Eh bien, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je te repasse la parole. Merci Jean-Pierre. Nous arrivons à l'avant-dernier point de ce conseil municipal. On va dire rapide. Hein. Bon, on va peut-être avoir un peu de débat là. Donc, demande d'avis de compétences de voirie exercée par la communauté de communes Creuse Grand Sud. Donc, je voulais quand même quelque chose. Oui. Donc, vu le courrier de la communauté de communes Creuse Grand Sud sollicitant l'avis des communes membres de l'évolution de la compétence voirie, vu la présentation et des éléments d'analyse exposés lors de la commission voirie du 10 juillet 2025, qui établissent que la compétence voirie a été transférée à la communauté de communes Creuse Grand Sud au titre de l'intérêt communautaire défini par des critères partagés. Que l'analyse technique et financière met en évidence des disparités de linéaires, des besoins d'investissement et d'entretien importants et des contraintes budgétaires persistantes. Que plusieurs scénarios d'évolution sont envisagés, révision du périmètre de l'intérêt communautaire, retrait de la compétence au profit des communes ou solutions alternatives de coopération. Et qu'ils emportent des conséquences financières, attribution de compensation, CIF, DGF. Donc, il appartient aux communes membres de formuler un avis éclairé préalable à toute décision de l'EPCI. Donc, il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis de principe, avis défavorable ou favorable, sur une des deux options suivantes. 1. Le retrait de la compétence voirie et sa reprise par les communes par modification du statut, le cas échéant, et pour bien anticiper une telle évolution, il sera nécessaire de réaliser une expertise financière relative aux conséquences financières. 2. La deuxième solution, donc, la mise à jour de l'exercice de la compétence voirie par l'intercommunalité. Le cas échéant, un travail de fond est à prévoir pour redéfinir intégralement les modalités d'exercice de la dite compétence. Voilà, redéfinition de l'intérêt communautaire, choix des voiries transférées, réunion d'athlètes, etc. Voilà, donc le débat est ouvert. Donc c'est pas un vote, c'est un avis que l'on donne sur ce transfert de compétences ou pas, ce retour de compétences envers les communes, où effectivement la communauté de communes garde la compétence, mais on revoit effectivement le périmètre, les routes intercommunales qui ont été transférées à l'époque. Est-ce qu'elles ont encore un intérêt intercommunal? Est-ce qu'on n'a pas un peu, vu large à cette époque-là? Voilà, donc la question est posée. Moi j'ai un avis, je vous donnerai une fois qu'on en aura débattu ensemble. Moi je lance donc les débats. Qui c'est qui s'y lance? Jean-Luc. Oui, je n'ai pas un avis définitif sur cette question. J'ai quelques certitudes quand même. La première, c'est qu'une communauté de communes, elle n'est pas faite pour faire de la voirie. Son cœur de métier, c'est de faire du développement économique, du développement local. Il y a des compétences qui, à mon avis, doivent relever d'une communauté de communes. Je pense en particulier à la petite enfance. Je pense que vraiment une communauté de communes, c'est le bon échelon pour exercer cette compétence, mais pas la voirie. Je pense que c'est un gouffre financier et à l'heure où de toute façon Creuse Grand Sud, même quand elle a finalement remonté la pente de son déficit, elle n'a guère de moyens aujourd'hui encore d'entretenir cette voirie. Et c'est parce qu'elle n'avait pas en 2019 non plus les moyens d'entretenir cette voirie qu'elle n'a pas demandé aux communes membres de la communauté de communes de compenser à l'euro près le coût de l'entretien de la voirie intercommunale sur les communes.
Parce que, quand je vois la phrase « Rappel CLECT 2019, un manque à gagner de 172 000 € par an », bon, le rédacteur du rapport a eu l'élégance de mettre « manque à gagner » entre guillemets. Je rappelle que la CLECT avait décidé de ne pas demander l'entièreté du transfert de charges aux communes à l'unanimité, et parce que nous n'avions déjà pas les moyens d'entretenir la voirie. Donc c'était compliqué de demander aux communes un transfert de charges alors que la Comcom ne pouvait pas entretenir cette voirie intercommunale. Après, sur l'état des lieux, là où c'est compliqué, c'est qu'il y a des portions de voirie intercommunale qui sont en très bon état, et il y a par contre des portions de voirie intercommunale qui sont dans un état mais déplorable. Et c'est pour ça que certains collègues montent souvent au créneau lors des conseils communautaires pour dire « rendez-nous la compétence, nous aurons plus les moyens d'entretenir cette voirie qui est intercommunale ». Et d'ailleurs, on le sait, il y a des communes qui entretiennent déjà des portions de voirie intercommunale sans en avoir la compétence, mais elles préfèrent faire ça plutôt que de prendre le risque de voir des voiries totalement dégradées et même peut-être parfois provoquer un accident. Donc, fort de tout ça, peut-être que c'est un travail un petit peu du cousu humain. Je pense que les collègues n'ont pas tous le même avis sur l'état de leur voirie, les moyens qu'eux ils pourraient mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui ont l'assise financière nécessaire pour réparer la voirie intercommunale dégradée. Il y en a d'autres, sans doute que c'est plus compliqué. Donc, en tout cas, ça ne peut pas. Il y a ma seule certitude, c'est que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça fait des années qu'on en parle. On ne peut pas. Le statu quo n'est pas bon. La Comcom n'a pas les moyens d'entretenir les 200 et quelques kilomètres de voirie intercommunale, ça c'est sûr. Ce qui veut dire que du coup, c'est quoi à ton avis en fait, toi, Jean-Luc? Parce qu'en fait. Non, mais je l'ai dit d'emblée, je suis partagé. En tout cas, D'accord, tu es partagé. Ouais. Donc moi je pense qu'il faut, pas rendre la compétence voirie intercommunale aux communes. On l'a vu, enfin c'est dit d'ailleurs dans les rapports annexes que vous avez reçus. Il y avait 3 critères quand même qui faisaient qu'une voirie était intercommunale: la liaison entre 2 communes, la liaison entre 2 routes départementales et la desserte d'activités majeures. Et on a rajouté un autre critère qui ne correspond à aucun des 3 critères. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres critères. C'est-à-dire qu'il y a 28% de voiries qui ont été classées intercommunautaires qui ne répondent à aucun de ces 3 critères-là. Donc elles ne sont pas des voiries intercommunautaires. Déjà. Donc je pense que déjà, si on revoyait déjà le nombre de linéaires, enfin le nombre de routes, enfin, moi je suis pour la solution 2 en fait. Je pense qu'il ne faut pas non plus vider la communauté de communes de toutes ses compétences, que demain, elle sera quoi, la communauté de communes va devenir en fait un syndicat des ordures ménagères, parce que c'est tout ce qui va rester au final. À part la compétence économique, on n'en est pas loin. Quand on voit le budget, enfin, et notamment le budget qui est consacré aux ordures ménagères, à la gestion des ordures ménagères, il va rester plus que ça. C'est ça qui me fait peur. Et moi je pense qu'effectivement, il y a une liaison entre 2 communes. Enfin, vous l'avez, hein, c'est 17% des critères, c'est la liaison entre 2 communes. La liaison entre 2 routes départementales, effectivement, là ça pose question. Est-ce que c'est pour autant une voie intercommunale? Je n'en suis pas sûr. Une desserte d'activité majeure, là pourquoi pas, effectivement. Mais si on regarde donc ces 2 critères-là, on tombe à 22% de toutes les routes qui ont été classées en voie intercommunale. Bon. Et donc déjà, je pense qu'il y a matière à trouver déjà des économies, c'est-à-dire en tout cas moins de réseaux à entretenir. Là aussi, tu l'as dit, Jean-Luc, à l'époque, les charges ont été transférées, mais pas les recettes. En tout cas, à un tiers. C'est dit également dans le rapport, c'est 170 000 € par an qui échappent, là aussi, en termes de recettes, à la communauté de communes. Voilà. Il y a aussi la neutralisation des attributions de compensation, c'est 50 000 €. Ça, c'est pas dit dans le rapport, mais c'est une réalité. Donc on arrive à 220 000 €. Il y a aussi... je pense qu'en fait, on prend le problème à l'envers. Effectivement, la communauté de communes, on connaît ses difficultés aujourd'hui, mais je pense qu'elle ne s'est jamais donné aussi les moyens de récupérer les recettes qu'on a sous les yeux. Il y a donc ce 1 tiers, ces 2 tiers-là, qu'on n'a jamais été chercher. Il y a la neutralisation des assez négatives. Pourquoi la répartition du FPIC aussi également. Je crois que c'est 170 000 € ou même un peu plus, Jean-Pierre. Voilà. Enfin, ça, plus ça, j'avais fait le calcul à l'époque, je n'avais pas fait là pour aujourd'hui, mais je crois qu'on arrive à 500 000 €. C'est 500 000 € qui échappent à la communauté de communes Creuse-Grand Sud. Donc pour moi, ça n'a pas de sens, si vous voulez, de savoir qu'on peut aller chercher cet argent-là,
Ça, c'est une volonté politique. C'est des choix politiques à faire, courageux. Et je trouve ça stupide donc de dépouiller la communauté de communes de ses compétences. Parce qu'aujourd'hui, donc, c'est la voirie, qui est effectivement une compétence qui n'est pas obligatoire. Enfin, la voirie intercommunale. Mais demain, ça sera quoi comme compétence? Demain, on ne va pas arriver à gérer les ordures ménagères parce que ça va être un vrai sujet aussi. Et donc, on va remettre les ordures ménagères aux communes. Enfin, à un moment donné, je pense qu'il faut prendre les bonnes décisions à l'échelon intercommunal et d'aller chercher l'argent là où il est. Voilà. Ça, c'est mon avis. Donc, pour moi, j'opterai moi plutôt la solution numéro 2, donc la mise à jour de l'exercice de la compétence voirie, en redéfinissant tous ces critères-là. Voilà, ça c'est mon opinion. Si vous avez une autre opinion, dites, faites-en part, c'est le moment. Bernard. Comme tu veux, Bernard, si tu veux te lancer, mais sinon, comme tu veux. Moi, je voulais bien prendre la parole parce que je suis en fait, je me trouve un peu entre vos deux avis. Je suis assez d'accord. Moi, je suis très partagé. Je pense qu'il n'est pas contre. Mais en fait, il n'est pas contraire à notre avis. Non, il n'est pas contraire, justement. Mais c'est pour ça que je vous rejoins. Et moi, je pense avoir énormément de mal à donner un avis, justement là-dessus. D'une, parce que je trouve qu'une expertise financière préalable m'aurait peut-être aidé aussi à avoir un réel avis sur un abandon de cette compétence ou au contraire sur une étendue de cette compétence. Voilà. Si on fait constat, comme tu disais Jean-Luc, aujourd'hui sur les problématiques financières et la problématique justement de ne pas pouvoir absorber cette compétence voirie, de faire tous les travaux qui s'engagent, oui, aujourd'hui, je pense qu'il est préférable que les communes reprennent la compétence voirie. Mais je rejoins également Stéphane qui effectivement dit que si le FPIC était intégralement laissé à la communauté de communes, si les attributions négatives étaient bien reversées par les communes, oui, il y aurait des moyens supplémentaires pour la communauté de communes qui permettraient éventuellement de pouvoir vraiment gérer cette compétence voirie. Et puis au-delà de ça, dans le point 2, il est fait mention de la mise à jour de l'exercice de la compétence, et notamment sur ce que tu disais, Stéphane, des routes qui paraissent étonnamment dans l'intercommunalité. Et puis d'autres qui ne le sont pas. Il y a des choses qui, moi, m'étonnent vraiment, et notamment, par exemple, la route qui mène à l'hôpital d'Aubusson n'est pas intégralement intercommunale. Or, il me semble quand même qu'un établissement hospitalier, à l'échelle, qui rayonne même à l'échelle de tout le sud du département, la route qui mène, pour moi, a une vocation totalement intercommunale. On rajoute à côté la gendarmerie, qui rayonne bien au-delà de la commune. On a également des routes qui mènent à des centres commerciaux. Je pense notamment au quartier d'Arberette où la commune a refait une partie de la voirie elle-même, alors qu'il me semble qu'il n'y a pas que des gens de la commune d'Aubusson qui prennent ces routes pour se rendre dans des grandes surfaces. Donc voilà, je suis extrêmement partagé parce que pour moi, il y a des éléments favorables dans les deux points qui sont avancés, ce que tu disais Jean-Luc, et je te rejoins là-dessus. Et donc moi, je suis très très embêté pour avoir un avis ce soir. Bernard, je te laisse la parole. Oui, merci. Moi, je voulais dire en accord avec le propos liminaire de Jean-Luc. Effectivement, quand j'ai travaillé dans les années 94-95 sur la création des communautés de communes, on s'était fait accompagner à l'époque par le conseil de la Caisse des dépôts et consignations et qui déconseillait formellement aux communautés de communes en création de prendre la compétence voirie. Pour dire qu'effectivement, leur métier, et comme tu le disais tout à l'heure Stéphane, à juste raison, leur métier principal, c'est le développement économique, le développement local. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis mais si on leur enlève ça, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ben justement, est-ce que la communauté de communes ne peut pas se concentrer et donner tous ses moyens à cette compétence de développement économique, etc. Même chose, à l'époque, effectivement, on avait des syndicats de cilindrage, je ne sais pas si vous avez connu, qui faisaient ces fonctions-là. Et il est clair qu'effectivement, quand on a les petites communes, et je reprends ton argument, quand on a les toutes petites communes et qui se retrouvent avec une charge de route, l'achat de matériel, la mise en commun de matériel, la mise en commun effectivement des charges peut tout à fait se justifier. Et à ce moment-là, on peut se poser la question, oui, il vaut peut-être mieux que ça soit la Comcom qui conserve cette compétence-là. Ce qui me surprend, c'est qu'on n'a que deux options
là qui nous sont présentés, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelque chose, j'allais dire, d'un petit peu intermédiaire, c'est-à-dire peut-être que c'est en fin de compte la fonction 2, la proposition 2, c'est-à-dire ne définir que strictement une compétence intercommunale pour quelques voies et restituer aux communes la capacité d'intervenir sur les voies qui n'ont pas cette compétence, qui n'ont pas cette vocation. C'est exactement ce que dit la deuxième solution en fait. C'est qu'en fait, effectivement, on garde une compétence voirie au sein de l'intercommunalité en redéfinissant effectivement le linéaire de voies intercommunales, en revoyant également effectivement, je reviens là-dessus, hein, mais sur les 2 tiers de recettes non transférées à la communauté de communes. Voilà, remettons les choses à plat. Et je pense qu'effectivement, la communauté de communes serait en mesure de garder une compétence, diminuer, revue, recorriger. Et je pense que dans ce cadre-là, elle pourrait exercer pleinement cette compétence-là. Sur un nombre, sur un linéaire beaucoup moins important qu'il ne l'est aujourd'hui. Jean-Luc. Oui, ce qui rend notre avis un petit peu compliqué à donner, on le sent bien là ce soir, c'est que ça demande une analyse technique et financière beaucoup plus poussée. Parce que derrière la voirie, il n'y a pas que le coût de l'entretien de la voirie. Et il y a aussi, si vous abandonnez une compétence, l'histoire du coefficient d'intégration fiscale. C'est dit dans les documents annexes que vous avez reçus. Une retombée sur et c'est pour ça qu'il faut être prudent, pardon, Jean-Luc. Voilà, c'est pour ça que, bon, effectivement, il faut être prudent. Alors, d'autant plus, pour ajouter à la difficulté, je pense que il y a de la voirie, elle est immanquablement intercommunale. Une zone, quand on l'accès à une zone d'activité économique, nécessairement, ça ne peut relever que de la communauté de communes. Et pour rajouter encore un peu plus à la difficulté, parce que décidément c'est pas assez compliqué, n'oublions pas qu'à l'horizon 2029, il y a la perte du loyer du foyer d'accueil médicalisé pour 400 000 euros. Quand le foyer de Jansiou partira sur Vaughan-Neuve. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a nécessité effectivement d'enfin prendre une décision, mais que quand même, elle ne peut pas se prendre comme ça au doigt mouillé. La CLECT de 2019, nous étions fait accompagner par un cabinet spécialisé, lui-même donc financé par donc la Banque des territoires. Oui, ça demande une analyse effectivement plus poussée. Moi, la solution numéro 2, qui consiste à dire prenons un petit peu de temps quand même pour bien mesurer les impacts financiers et techniques de tout ça, m'irait bien. Mais pardon, je te rejoins complètement sur le danger d'une communauté de communes qui ne finirait qu'à la fin à ramasser les poubelles. Regardez en conseil communautaire, sur quel thème nous pouvons disserter des heures et des heures. Sur les poubelles. Pour retrouver exactement les mêmes propos de conseil communautaire en conseil communautaire sur l'enlèvement des ordures ménagères. Alors je ne dis pas que c'est pas important, c'est même crucial, il y a tellement d'enjeux derrière les ordures ménagères, mais une communauté de communes, elle a vocation à faire autre chose. Enfin, elle fait autre chose, hein, mais on voit bien qu'il y a la nécessité de redessiner cette communauté de communes. Mais je pense que là, tout le monde en est intimement convaincu. Et c'est pour ça que, moi, à mon sens, il faut être prudent et il ne faut pas, comme ça, décider d'un seul coup d'un seul de lui réitérer cette compétence. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir, effectivement, à redéfinir toutes ces problématiques-là de linéaire, de recettes non transférées, parce qu'on parle de la voirie, mais je pense qu'il y a d'autres choses aussi à voir au niveau de la collecte. Enfin, voilà. Donc je pense qu'il faut jouer la prudence et opter pour la deuxième solution. Est-ce que vous en êtes d'accord là-dessus? Est-ce que pour vous, du coup, si je comprends bien, parce que Jean-Luc, toi, tu as du mal à te décider, donc Oui. tu serais plutôt partisan de jouer la prudence et du coup... Très clairement, je sais que normalement, quand on est élu, il faut prendre une décision, il faut l'assumer. Ouais. L'assumer, c'est pas un problème, mais il y a parfois, on a besoin d'éclairer un peu plus la lanterne, de ne pas prendre des choses à l'aveugle. Ça a des impacts Prends un énormes. micro, parce que sinon ça va être difficile à retranscrire. Ouais, pas de compte. Tant pis, l'histoire ne retiendra pas mes propos. Non, mais tout simplement, c'est une histoire extrêmement complexe. Je sais qu'on demande souvent aux élus de prendre un avis franc et définitif, et on a l'habitude, mais bon, voilà, je crois qu'il faut vraiment prendre un tout petit peu plus de temps pour regarder les choses. Voilà. Merci Jean-Luc. Est-ce qu'il y a d'autres avis là-dessus?
Je vous propose qu'on vote, en fait, pour le coup. Je vous propose de voter. Du coup, en fait, qui préfère la première solution, c'est-à-dire un retrait de la compétence voirie et la reprise par les communes. Qui préfère cette solution-là? Bon. Donc, qui préfère la deuxième solution, donc une redéfinition de la compétence voirie intercommunale? Bon, écoutez, je crois que c'est clair, on est unanime pour la... Non, Jean-Pierre Lanné s'abstient, oui. Il ne se positionne pas. D'accord. Et Bernard Jomier. Ok. Enfin, bon, du coup... Alors, attendez. Pardon. Non, mais enfin, bon, majoritairement parlant, on est plutôt favorable... on est d'accord. C'est pas un vote, de toute manière. Bon, ouais. Donc, Aubusson se positionne plutôt pour la solution numéro 2. Donc, qui est la mise à jour de l'exercice de la compétence voirie par l'intercommunalité, si vous en êtes d'accord. Ok. Est-ce que vous voulez noter quand même vos abstentions ou pas? On est vote. Allez, qui s'abstient du coup? Isabelle Dugaud, Nadine Nagelbach, Jean-Pierre Lanné et Bernard Jomier. Voilà, très bien. Et tout le reste, tout le monde est pour la deuxième solution. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On en arrive à la fin de ce conseil municipal. Et donc, aux questions diverses. Moi, je n'ai pas de questions, mais des informations. Vous parlez de quoi je vais vous parler? Si. Pour ça, je vous passerai la parole après. Au chapitre santé, si ce matin, on a signé la convention de la création du centre de santé médical mutualiste au sein de l'espace de santé communal. Est-ce que je vous fais le topo là-dessus, ou vous connaissez tous les tenants et les aboutissants de cette convention? C'est pas la peine que je m'étende, si on va quand même. La signature de cette convention va permettre la création d'un centre de santé médical mutualiste. L'intérêt de cette convention, donc qu'on signe avec Vive 3 Cœurs d'Aquitaine, il y a 3 partenaires, Vive 3 Cœurs d'Aquitaine, la communauté de communes Creuse-Grand Sud et la ville d'Aubusson. L'idée, c'est de proposer un autre modèle économique, en fait. On voit beaucoup de maisons de santé pour lesquelles ce sont les médecins solidaires, et des choses comme ça. Mais ce ne sont que des médecins libéraux. Là, ce modèle économique-là va proposer à des médecins d'être salariés de la mutualité, donc Vive 3 Cœurs d'Aquitaine. Donc c'est sur un autre modèle économique que se base ce projet-là. Et ce qui me fait dire qu'on n'a pas complètement tort d'aller sur ce projet-là, enfin sur cette convention-là avec Vive 3 Cœurs d'Aquitaine, c'est que j'ai encore vu un sujet hier soir à la télé, en rentrant tard, je suis tombé sur ce sujet-là. Il se trouve que la plupart des médecins qui sont aujourd'hui en formation, eux, justement, ce qu'ils veulent être, c'est non pas des médecins libéraux pour lesquels ils vont se retrouver avec 70 heures de travail par semaine, mais eux, justement, c'est ce modèle économique qui semble les intéresser. Donc, je pense qu'on a raison. Enfin, on va voir aussi, on va voir ce que ça donne. Parce que bien évidemment, on a signé cette convention avec Vive 3 Cœurs d'Aquitaine, c'est pas pour autant qu'il y a des médecins aujourd'hui. Là, on a signé, on met en place le modèle économique, mais les médecins ne sont pas là. Ceci dit, le directeur de Vive 3 Cœurs d'Aquitaine a été avec nous ce matin, et il a dit que ça peut aller très vite. Enfin, on l'espère. Il y a des endroits où ça fonctionne. Je pense que Buisson est suffisamment attractif pour, effectivement, pour que ce modèle économique séduise des médecins pour venir sur notre territoire. Bon, on l'espère tous. De toute façon, il faut tout essayer. Oui, voilà. Il faut absolument essayer de faire venir les médecins d'une façon ou d'une autre, salariés ou pas, mais un exercice important. Tout à fait. Donc, Après ouais. Et donc là, au fil, c'est ce qui est intéressant aussi dans le projet qu'on a. Donc c'est un espace de santé qu'on a créé. Donc la commune d'Aubusson a mis à disposition des locaux. La communauté de communes, elle verse une subvention d'équilibre pour ce centre de santé médical mutualiste. Et donc Vive 3 Cœurs d'Aquitaine, eux, va salarier les 2 médecins et un secrétariat, quand il y aura les médecins. Mais l'intérêt d'accueillir dans ce centre de santé, dans l'espace de santé que nous on a créé, c'est qu'il y a 2 espaces de réservés donc, pour le centre de santé médical mutualiste, mais on a également 3 autres espaces disponibles pour accueillir, là pour le coup, des médecins libéraux. C'est-à-dire que ça n'interdit pas aussi d'accueillir des médecins libéraux dans ces espaces-là. Et mais je crois que j'en ai déjà parlé, il y a déjà un des espaces sur les 5 qui est déjà occupé, donc par une orthophoniste qui s'est installée au mois d'octobre. Voilà. Donc, c'est de bonne augure, cet espace de santé. Le deuxième point dont je voulais vous parler,
Il semblerait que le service de radiothérapie du CH de Guéret réouvre au printemps prochain. Enfin, c'est pas il semblerait, en fait, j'ai reçu cet après-midi. Oui, c'est une bonne nouvelle pour les patients atteints notamment du cancer. Effectivement, j'avais ce matin l'information conditionnelle, mais cet après-midi, on a bien reçu effectivement un mail émanant du CHU de Limoges nous informant qu'effectivement, au printemps prochain, le centre de radiothérapie réouvrira au printemps. Voilà. Donc ça, c'est aussi la bonne nouvelle pour le territoire. Troisième point dont je voulais vous parler, l'avenir de la scène nationale. Ouais. Pourquoi est-ce que ça revient? Ça fait 15 ans que je crois qu'on parle de la scène nationale, c'est un marronnier, ça revient tous les ans, mais là c'est pire que tout, puisque moi ce qui m'exaspère, c'est qu'il y a un an de cela, on était tous réunis, quand je dis on, c'est l'État, la DRAC, la région, enfin, tous les financeurs de la culture, de la scène et le département, bien évidemment, qui est propriétaire du bâtiment. Il y avait une étude qui avait estimé les travaux de rénovation du bâtiment qui s'élevaient quand même à 4 millions d'euros, ce qui n'était pas une paille. Mais les financeurs qui étaient autour de la table étaient arrivés avec 2,2 millions pour la DRAC, 600 000 euros pour la région, l'État mettait la main à la poche également, tant et si bien qu'on arrivait à 3 800 000 euros, je crois, de financement. C'est-à-dire qu'il restait au département 400 000 euros à mettre sur des travaux estimés à 4 millions d'euros, soit 10% du montant. C'est-à-dire qu'on allait même au-delà d'un financement à 80%, on allait à 90% de financement. Eh ben non, le conseil départemental n'a pas suivi, n'a pas donné suite à ce plan de financement. Ça reste en tout cas enfin, en tout cas, là aujourd'hui, le conseil départemental n'engage pas ces travaux-là, il n'y a rien qui ne se fait. Tant et si bien que, au-delà de la scène nationale d'ailleurs, c'est quel est le devenir du centre culturel et artistique Jean Lursa. Voilà. Et effectivement, comme le disait mon prédécesseur sur un post Facebook tout récemment, je pense qu'André Chandanagor, qu'on a enterré il n'y a pas longtemps, doit déjà se retourner dans sa tombe. C'est terrible. Voilà. Ce que propose la présidente du conseil départemental, c'est, comme par hasard, à 3 mois des élections municipales, donc des communautés communes, c'est que les collectivités, la communauté de communes, s'emparent du sujet et se mettent autour de la table et deviennent propriétaires du bâtiment. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on devienne aujourd'hui propriétaire du bâtiment, c'est-à-dire qu'on intègre un syndicat, ce modèle-là ou un autre, et qu'on se débrouille du bâtiment. Ben merci. C'est-à-dire qu'on veut nous refiler un bâtiment qui est aujourd'hui pas en ruine et presque, qui n'a pas eu entretien depuis qu'il existe, je pense, à part quelques entretiens courants. Voilà. C'est quand même fort de café, quoi. Alors moi, je veux bien me mettre autour de la table, mais d'abord, rénovons le bâtiment. Effectivement, rénovons d'abord le bâtiment, allons au bout du plan de financement qui avait été fait, promis, et après, pourquoi pas, réfléchissons à effectivement ce que les collectivités, les EPCI, deviennent effectivement, qu'ils se mettent autour d'un syndicat mixte, et que pourquoi pas on assume après le fonctionnement. Il faut d'abord qu'il soit rénové, ce bâtiment. Ou alors, on nous garantit effectivement que les crédits, les budgets qui avaient été actés il y a un an de cela, ils soient gravés dans le marbre. Effectivement, là aussi, on pourrait, pourquoi pas, réfléchir à se mettre autour de la table. J'y crois pas, par contre, effectivement, que les budgets aient été gravés dans le marbre. Voilà la problématique, et qui met, du coup, pour le coup, en danger la scène nationale, parce que dès le mois de juillet, là aussi, il y a la fin de l'occupation du bâtiment qui arrive à terme, là, au mois de juillet, pour la scène nationale. C'est-à-dire que demain, donc au mois de juillet, c'est là, c'est demain, la scène nationale peut se retrouver dehors. Voilà. Donc, que devient la scène nationale? C'est terrible. C'est quand même une entreprise culturelle, il faut en parler, ça aussi. C'est quand même 10 salariés qui bossent dedans, c'est une quinzaine d'intermittents qui interviennent, c'est des compagnies qui sont là toutes les semaines, qui donc sont hébergées dans les hôtels de la ville, voire même d'ailleurs, des jeunes dans les restaurants. Enfin voilà, il y a une vraie activité économique au-delà de l'aspect, bien évidemment, culturel que rend cette scène nationale. C'est pas parce que j'y travaille que j'en parle, mais en même temps, je pense que vous pouvez en parler, vous aussi, vous la connaissez tout aussi bien que moi, quoi. Et il y a aussi l'effet domino, quand même, les conséquences que ça a. C'est que la scène nationale, la cité scolaire Eugène Jameau propose une option théâtre, qui est quasiment unique, je crois, en Limousin,
et qui attire une centaine d'élèves qui ont cette option-là. Donc demain, si la scène nationale ferme, ça met carrément en péril aussi l'option théâtre de la cité scolaire. Et du coup, la cité scolaire en elle-même, si elle perd demain des élèves qui viennent d'ailleurs, c'est des élèves qui viennent d'ailleurs, qui viennent de Limoges, qui viennent de Clermont-Ferrand, mais d'ailleurs, ici, à la cité scolaire Jameau, pour pratiquer cette option théâtre. Voilà. Donc il y a des conséquences qu'on ne mesure même pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des commentaires à ce sujet? Oui, Jean-Luc. Oui, c'est vrai que la Seine, là, depuis en particulier 15 jours, elle est rentrée dans une zone de turbulence dangereuse. Et pourtant, normalement, quand on a une scène nationale, on la préserve normalement. C'est ce que moi j'avais cru comprendre. En tout cas, ça fait partie de ce qu'on partage ici ce soir. Je pense qu'il y a eu une occasion manquée, effectivement, avec un plan de financement qui aurait permis de restaurer ce bâtiment qui en a bien besoin. Et donc, écoutez, le conseil départemental en a jugé autrement. Alors maintenant, moi, je partage tout ce qui a été dit, je veux pas y revenir. Mais ce que je ne sais pas, moi, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est est-ce que le conseil départemental met la pression lance une sorte d'ultimatum à la commune et à la communauté de communes pour les forcer à mettre la main au porte-monnaie pour la réhabilitation du bâtiment et ensuite au fonctionnement, parce que c'est une façon de faire pour dire, écoutez, si vous aimez cette scène, montrez-le avec en espèces sonnantes et trébuchantes, ou alors est-ce que c'est encore pire, est-ce qu'il y a un vrai projet de démolition de la scène nationale? Aujourd'hui, je me pose la question. Je n'ai pas de réponse. Et j'espère surtout qu'il n'y a pas de projet de destruction de la scène nationale. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, on la fragilise. On ne lui permet pas de se projeter. La directrice ne sait pas si elle va pouvoir faire une programmation estivale, déjà. On a remarqué aussi, en séance plénière du département la semaine dernière, que, alors même qu'on permet à la communauté de communes de signer une convention d'occupation pour 3 ans, on a permis à la scène nationale d'avoir un avenant à la convention d'occupation des lieux que pour 6 mois. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi un pendant 6 mois, pourquoi l'autre pendant 3 ans? Très bien pour la communauté de communes qui a sa médiathèque, mais pourquoi cette façon de faire qui n'est pas égale entre la Seine et la communauté de communes? En tout cas, je ne sais pas, mais il faut que tout le monde soit bien persuadé qu'à Aubusson, il y a 2 grands équipements culturels. Il y a la Cité, on s'en réjouit, c'est une locomotive extraordinaire, ça permet la formation des lycées, pas de souci, mais il y a aussi la Seine. Et que cette scène, elle a toute son importance. Et pour la vie culturelle, peut-être que la programmation, ça en gêne certains, je n'en sais rien, j'ai entendu des choses, mais ça se discute. Et pas seulement pour la vie culturelle, pour aussi la vie économique. On le sait, 1 euro dépensé dans la vie culturelle, c'est à peu près 10 euros dépensés autour des gens qui viennent loger, des gens qui consomment, des gens qui viennent au spectacle, qui vont boire un coup. Enfin, je n'en reviens pas que l'on puisse prendre le risque de fragiliser autant un équipement d'une telle qualité, que tellement de villes voudraient. Demandez à Guéret et à la Souterraine s'ils n'aimeraient pas, eux, avoir une scène. Souvent, ils le disent, oui, mais nous n'avons pas de scène conventionnée. Vous avez une scène nationale, quelle chance. Oui, je pense que, eh bien, ils ont raison de regarder Aubusson avec intérêt. Donc ça, il faut le défendre. Je sais bien qu'ici, tous autour de la table, on est pour le faire. Voilà, on fait un mauvais sort à la scène. C'est pas bon du tout. Et ce qui est terrible, c'est le timing qui est choisi aussi. C'est-à-dire, dans 3 mois, c'est les élections municipales, les élections communautaires. Comment voulez-vous qu'on fasse des choix aujourd'hui, à 3 mois des élections municipales, sur un tel sujet, qui implique autant d'argent, quelque part, sur la réhabilitation d'un centre culturel? Voilà. Quelqu'un a quelque chose à ajouter sur le scène nationale? Non. Je voulais vous parler également, vous savez que tout récemment, les élèves de l'école maternelle Villeneuve ont réintégré l'école maternelle historique et ont donc ainsi libéré l'école élémentaire Villeneuve. Et donc, j'aime pas le vide, et donc l'école élémentaire Villeneuve, on y a installé donc l'harmonie municipale, on y a également installé la chorale. Et là, normalement, à la rentrée prochaine, donc en janvier 2026, moi c'était déjà fait d'ailleurs, c'est fait, c'est aujourd'hui, d'accord. Dès aujourd'hui, en fait, le conservatoire départemental Hemingway, en tout cas l'antenne qui est donc à Aubusson, qui était donc rue Jules Sandeau, va également intégrer donc l'école Villeneuve, l'école élémentaire Villeneuve. Donc c'est-à-dire qu'on a concentré tout le monde, on a mis toute la
Ça fait un pôle musique là-bas, dans cette école élémentaire Villeneuve. Et l'intérêt, le double intérêt, donc à la fois donc on regroupe tout le monde au sein de cette école, et en plus on les rapproche de la cité scolaire Eugène Jameau, donc ça facilite également les déplacements des élèves qui jusqu'à maintenant devaient faire le parcours à pied de la cité scolaire à la rue Jules Sandeau. Voilà. Donc je pense que c'est une belle opération que d'avoir regroupé tout le monde là-bas au sein de l'école élémentaire Villeneuve. Vous parlez également, je crois que j'en ai fini, aussi les travaux de réalisation du stade de la Croix-Blanche qui ont débuté, de réhabilitation du stade de la Croix-Blanche. Rappelez-vous, on avait répondu à un appel à projet Héritage 23 à l'issue, donc c'était un appel à projet qui était paru après la Coupe du Monde de rugby. On avait répondu à cet appel à projet et on a eu la bonne surprise d'être retenu. Donc là, on a bénéficié donc de 40 000 € de l'Agence nationale du sport. On a également sollicité de la DETR qu'on a obtenu sur ce projet-là. Donc là aussi, on se retrouve avec un projet subventionné à près de 80%. Les travaux, enfin, là je vous parlais de tout ça, mais on l'avait acté, c'est pas un truc qui sort du chapeau là maintenant, hein, c'est des choses qu'on a actées au courant de l'année. Hein. Et donc voilà, les travaux ont débuté, là ça va être en stand-by pendant la période des fêtes, et ça va reprendre dès le mois de janvier pour donc revoir l'éclairage du stade, refaire les mains courantes. Il faut les remettre aux normes parce que les mains courantes qui étaient existantes avaient plus de 50 ans, donc il faut les remplacer et il faut qu'elles fassent complètement le tour du stade. Et on profite également, vu que c'était également dans l'appel à projet, on y installe, enfin on crée un gradin d'une centaine de places pour le confort des spectateurs. Voilà. Et enfin, moi, qu'est-ce que j'avais d'autre comme point? Si, on a appris ce matin le départ de la préfète. Qui est donc nommé dans le Puy-de-Dôme. Et on a également appris cet après-midi donc l'arrivée d'un nouveau préfet, Jean-Philippe Le Goult, c'est ça, et qui arrive, voilà. Donc je lui souhaite la bienvenue, je souhaite une bonne installation, oui, également Madame la préfète, une bonne continuité dans ses états de service dans le Puy-de-Dôme. D'ailleurs je l'invite, je sais qu'elle aime beaucoup Aubusson, donc elle ne sera pas loin. Donc je l'invite bien et volontiers à nous rendre visite quand elle le souhaite. Et donc je souhaite la bienvenue donc, au nouveau préfet. Voilà, moi j'en ai terminé pour les points d'information. Si vous avez des informations, je vous passe la parole. Mireille. Donc moi je voulais vous dire que les magasins sont donc ouverts ce dimanche, lundi, que mardi c'est le marché de Noël, toute la journée, donc le centre-ville sera fermé. Et par contre, il y aura un feu d'artifice à 19h, place d'Espagne. Donc nous vous attendons nombreux, aussi bien dans les magasins qu'au marché de Noël, ainsi qu'au feu d'artifice. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Y a-t-il d'autres questions ou informations diverses, Jean-Luc? Bon, on ne va pas reparler du train. Même si il y a 15 jours, on a eu une réunion malheureuse qui confirmait l'enterrement de la ligne, Guéret-Felletin. Enfin, on en parle ou on n'en parle pas? C'est quand même un beau foutage de gueule, quand même. Excusez-moi l'expression, mais clairement, quoi. Bon, bref. Oui. Moi, je me souviens, un jour, la préfète, que je salue aussi, avait dit, elle est arrivée d'ailleurs, c'était il y a 2 ans et demi à peu près, une de ses premières réunions, si ce n'est la première, c'était à la Cité, justement pour la présentation de l'étude qui avait été faite pour régénérer la ligne Guéret-Felletin, et on parlait déjà d'une navette autonome. Et je m'en souviens, et je trouvais qu'elle avait raison, elle n'était pas contente parce qu'elle trouvait que les élus ne s'étaient pas beaucoup mobilisés. Et c'est vrai, on n'était pas si nombreux. Et je m'étais dit, oui, c'est vrai, elle a mais raison. nous étions. Mais en réalité... Mais nous étions, moi j'étais présent déjà. Oui, mais moi aussi. Mais en réalité, c'est ceux qui ne sont pas venus qui ont eu raison. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a perdu notre temps, parce qu'on y a cru. On nous a dit que c'était une pépite, là encore. Hein. Et donc voilà, la pépite, elle est bien enterrée. Alors, en tout cas, puisque donc Madame la Préfète part à Clermont, ça me permet de reformuler un vœu, peut-être qu'il sera pieux, je ne sais pas, mais bon, on se souvient qu'on avait beaucoup travaillé avec la ville de Clermont lorsque Clermont avait donc postulé au rang de capitale culturelle européenne. Et le maire de Clermont avait eu une démarche, mais que j'avais trouvée vraiment très intéressante. Il postulait pas que pour lui-même, il postulait pour tout un territoire. Et il était venu, Aubusson avait travaillé. Oui, je l'avais accueilli ici. Voilà, et ça, j'avais trouvé ça, mais vraiment
vraiment très intéressant. Alors peut-être que ça, c'est pas parce que Clermont n'a pas été labellisé que le travail avec Clermont est à abandonner. Peut-être qu'il y a un axe culturel à jouer justement entre la cité et Clermont. Voilà, juste. Je terminerai en posant une question, une proposition. Pourquoi un jour on ne ferait pas la présentation de l'activité et du budget du CCAS ici en conseil municipal? Parce que ce n'est pas une instance municipale, ma Mireille, ou Jean-Pierre. Il y a un conseil du CCAS qui se tient, auquel tu participes. Ouais. Après, je ne sais pas si c'est déjà légal, parce que même moi, j'ai rien contre, on pourrait le faire, mais ça n'a jamais été fait. Pourquoi cette question, pour le coup? Ce ne sont pas les mêmes personnes. Oui. Pourquoi cette question? Ah, c'est une question qui est relayée, d'accord, ok. Pourquoi pas, ouais. Il y a un conseil qui est constitué, et qui effectivement, lui aussi, qui délibère, dont je suis le président, et Nadine est la vice-présidente. Je crois que tu es également membre de ce conseil-là. Donc c'est parfaitement transparent, il y a des délibérations qui sont prises. Il y a également un budget, c'est un budget annexe en fait, le CCAS. Myriam, je ne me trompe pas. C'est un budget autonome. Oui, c'est un budget autonome, oui, voilà. Ouais. C'est parfaitement transparent. Il est consultable où d'ailleurs? Sur le site internet, j'imagine? Non. Bon, en tout cas, c'est public. Oui, voilà. Oui, tu voulais dire qu'il soit champion. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'intervention? Non. Écoutez, il me reste à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Et on se retrouve au mois de janvier. Voilà, merci bien.